propose qu'on commence et en remerciant Hugues de se joindre à nous. Alors, j'allais dire de nous avoir rejoints par des moyens informatiques, par Zoom. Donc, Hugues Bersini est d'origine ingénieur formé à la Polytechnique de l'ULB, et puis qui a travaillé donc sur l'intelligence artificielle, sur les langages, et qui est maintenant professeur à l'ULB. Et donc, il y a l'avantage pour nous, pour notre séminaire, d'avoir cette double casquette que l'on recherche, parce que c'est à la fois un informaticien de profession et qui continue de travailler et d'enseigner l'intelligence artificielle, mais c'est aussi réfléchi depuis toujours sur la combinaison entre l'intelligence artificielle et la politique. On pourrait dire, la politique, il a publié un article récemment sur la question des transports, de la ville intelligente, le GPS, dans la revue de notre ami Karim Menyeklev, qui est déjà intervenu dans ce séminaire, et il est en train de travailler sur une question qui est particulièrement d'actualité, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'une sorte d'intelligence ubiquitaire, on pourrait dire, par rapport au Covid, à la Covid. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, et je crois que Hugues nous aide beaucoup à dépasser une opposition qui est un peu stérile, mais on la rencontre très très souvent, et qui est en quelque sorte, dont le dépassement est une sorte de credo de ce séminaire, c'est-à-dire dépasser à la fois le point de vue naïf, youpi, acritique, concentré sur les performances de l'informatique et du numérique, et qui promet la Lune, et dont la littérature est extrêmement remplie, et puis d'autre part une littérature critique qui pose d'emblée une sorte d'incompatibilité entre l'informatique et, on pourrait dire, pour dramatiser un peu, le monde humain tout court, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas à la fois combiner l'informatique et un monde politique dans lequel les hommes parlent et ont des activités réflexives sur leur action. Alors, c'est bien sûr, ces deux points de vue nous semblent également critiquables, et d'autant plus que l'histoire montre que l'histoire, et c'est le travaux qu'on fait actuellement avec Jean Lassègue sur l'espace, l'histoire montre que c'est l'histoire d'une incorporation, d'une manière d'apprivoiser, d'intégrer et de continuer de faire de la politique avec la technique, et non pas contre la technique. Donc, merci beaucoup, Hugues, de participer à nos travaux. Je ne sais pas si vous reconnaissez dans cette présentation. Oui, bien, parfait, très gentil. Et et je pense que donc on a la chance d'avoir une réflexion déjà très, très élaborée, très avertie sur un sujet qui intéresse tout le monde. Voilà. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Jean. Mais je ne sais pas comment vous fonctionnez d'habitude. Vous attendez à ce que je parle combien de temps? Parce que ce qui est beaucoup plus intéressant, évidemment, c'est de favoriser les interactions. Bien sûr. Donc, réglez mon timer, réglez mon chronomètre. Alors, le timer, c'est en général 30-40 minutes de présentation. OK. Et puis ensuite une discussion en fonction des questions qui viendront, et qui permettront aussi des réponses longues, hein, de façon à ce qu'on ait du temps pour réfléchir ensemble, étant entendu que le public, d'après ce que je vois, est partagé entre des scientifiques et des juristes. Super, et tu vois, comme ça, je mets mon chrono aussi. Bon, merci beaucoup. Alors, je partagerai mon écran d'ici 5 minutes, là, parce que j'aurai quelques slides à vous montrer qui vont m'aider dans cet exposé. Donc, c'est vrai que, merci Antoine de cette présentation. Je suis un ingénieur de formation, donc passionné d'informatique depuis longtemps, et j'ai créé un laboratoire d'intelligence artificielle il y a très longtemps dans mon université, qui s'appelle Iridia. Et donc, ça fait maintenant presque 30 ans
qu'on développe des algorithmes avec toujours une finalité d'améliorer le bien-être de ceux à qui il était destiné. On fait beaucoup d'algorithmes dans le domaine de la médecine, pour le cancer, pour le diabète, pour la cardiologie. Et encore aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des algorithmes qui améliorent à la fois le diagnostic et le traitement de ces maladies. Mais pas que ça, je me suis aussi beaucoup intéressé à tous les algorithmes. Je le faisais presque sans me questionner sur fondamentalement ce qui était en train de se passer quand ces algorithmes prenaient du terrain. Et c'était bien avant les GAFA. Hein. On avait déjà des connexions avec nos gouvernants et je m'intéressais beaucoup à la mobilité, à la transition énergétique, etc. Et donc, on développait des algos pour ça. Et en fait, comme je suis dans une université pluridisciplinaire et en même temps membre d'une académie en Belgique, ça a l'avantage de côtoyer énormément de personnes issues de disciplines intellectuelles différentes. Et depuis quelques années, je côtoie beaucoup de juristes, de philosophes, de sociologues, qui questionnent aussi, évidemment, de leur point de vue, l'invasivité de ces algorithmes, la subordination de plus en plus des humains à cette espèce de gouvernance algorithmique. J'ai eu la chance d'échanger avec, par exemple, dans mon université, il y a un centre tout à fait remarquable qui est le centre Perelman, avec des personnes comme Benoît Friedman, mais aussi en Belgique, comme vous savez, il y a Antoine Rouvroy qui a beaucoup écrit sur la gouvernementalité algorithmique. Donc, j'ai eu la chance d'échanger un peu avec toutes ces personnes, ce qui m'a permis un tout petit peu d'étoffer une pensée qui était relativement naïve sur le plan politique et le plan juridique, qui avait comme finalité uniquement qu'une finalité ingénieriste, essayer de bien faire, et de créer des algorithmes qui peuvent nous aider à mieux vivre, mais sans me rendre compte que petit à petit se mettait en place une concurrence avec d'autres systèmes dispositifs qui nous aident à bien vivre, qui sont les dispositifs, par exemple, juridiques, dispositifs politiques, dispositifs économiques, et dont les finalités peuvent se regrouper. Et donc, je me suis rendu compte que petit à petit, les algorithmes, l'informatique, rentraient en concurrence avec d'autres formes de dispositifs et qu'il venait intéressant de questionner le positionnement de ces algorithmes, leur légitimité. D'autant que, comme vous savez, ces 10 ou 20 dernières années, il y a eu des gros acteurs monopolistiques qui sont arrivés avec des armes algorithmiques extraordinaires et qui, petit à petit, sans trop se poser la question de leur positionnement, sont en train d'envahir nos vies, et même dépasser. Je veux dire, les Google et autres sont en train de s'emparer des secteurs de la mobilité, de la santé, de la transition énergétique, sans pour autant toujours questionner le rôle qu'ils peuvent jouer, leur légitimité, etc. Donc, ça m'a été extrêmement propice de discuter avec toutes ces personnes. Et puis, j'ai étendu mon rayon de partenariat et de discussion avec nos amis canadiens. Et depuis quelque temps, j'ai retrouvé gens que j'avais connus à la belle époque du CREA à Paris, quand je démarrais, moi, ma réflexion intellectuelle en intelligence artificielle avec des personnages comme Francisco Varela, au CREA, Jean-Pierre Dupuis, etc. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'était le bon temps. Et donc voilà, bon, je suis toujours un peu resté. Voilà. Alors, en fait, ce qui s'est aussi passé cette année, évidemment, c'est le Covid. Et à cause du positionnement de mon laboratoire, qui a pignon sur rue un peu sur l'informatique en Belgique, bon, j'ai été assez sollicité par nos gouvernants pour proposer certaines solutions pour la gestion du Covid. Pour n'en citer qu'une, la fameuse application Bluetooth, qui en France s'appelle maintenant Tous Anti-Covid, qui en Belgique s'appelle Corona Alert, eh bien, en fait, m'a beaucoup turlupiné, puisqu'en fait, ce sont des informaticiens, collègues à moi, qui ont développé cette application dans des conditions, mais je passerai ça sous silence. Mais je me suis aussi préoccupé de mettre en place un dispositif pour l'attribution des places pour les tests PCR. Je réfléchis aujourd'hui sur éventuellement un dispositif informatique pour la sélection et la priorisation pour les vaccins. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour faciliter la prise en charge de ce Covid. Et voilà, donc c'est sans doute ce qui m'amène à vous parler de tout ça ici. Alors, je vais vous partager mon écran et vous montrer quelques slides. Host, disable, participant. Alors donc, d'après ce que j'ai compris, James m'empêche de partager mon écran. C'est possible ça? Parce que quand j'essaie de partager mon écran, j'ai une interdiction. Alors, normalement, non. Mais attends, je vais essayer de… Il faut que tu autorises, James. Oui, il faut Ah, bah, évidemment. Alors…
Autoriser. Ou alors, c'est peut-être moi qui fais quelque chose de… Mais enfin, non, en général, j'ai toujours réussi à partager mon écran sur Zoom. C'est marqué, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, c'est l'animateur, donc James. Oui. Alors, je cherche, pardonnez-moi. C'est partager l'écran. C'est une icône, partager l'écran en bas entre converser et enregistrer. Oui, mais si moi, c'est ça va partager mon écran, en fait. Oui, mais ça va. Oui, c'est ça. Il faut, mais je ne sais pas. Voilà. Ça marche? Essaye. Je vais essayer. Non, il me demande de… Oui, bon. Je cherche de mon côté dans les paramètres de Zoom. Sinon, c'est pas grave. Sinon, on peut faire… James, c'est dans partager l'écran, c'est dans le menu de la petite icône avec une flèche qui monte vers le haut. Non, ça, ce serait partager son écran à lui. Oui, c'est sans doute ça. Un participant à la fois peut partager, ça c'est activé. Plusieurs participants peuvent partager simultanément. Je vais… Ah, ok, je pense que ça va être bon là. Normalement, c'est bon. Oui, normalement, on est bon. C'est parce que moi, je me suis mise dessus. Non, non, et que c'est j'avais pas mis. Non, c'est pas ça. Je pense pas que ça soit… Non, non, t'inquiète, c'est pas pour ça. Tu peux réessayer, Hugues? Oui, je vais réessayer. Voilà, c'est bon. Non, non, Ouais, t'inquiète pas. c'était ça. Non. Critère qui va être en fil rouge, Voilà. en réalité, toute la matière du droit d'auteur, c'est cette rencontre entre l'œuvre de l'esprit et le public qui en Attendez, réalité parce qu'il y a une autre voix là que la mienne. avec le public. Ouais, C'est parce que l'œuvre va porter l'intimité. Je pense que c'est bon. Voilà, vous m'entendez et vous voyez mon écran? Oui. Tout va bien? Tout va bien. Voilà, excusez-moi. Bon, voilà. Donc, je vais le mettre en plein écran, ça va? OK. Alors, bon, en fait, je commence évidemment à une conférence là. Voilà, à vous dire, bon, c'est un point de départ si vous voulez, c'est clair, de l'extraordinaire efficacité algorithmique dans la crise du Covid. Bon, je ne sais pas, je vous ai envoyé un écrit, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion un tout petit peu de le consulter, mais c'est clair que les algos ont montré, pas forcément en prenant le leadership, mais ont montré évidemment qu'ils pouvaient nous aider beaucoup dans la gestion du Covid. Bon, bien sûr, les statistiques sont devenues des acteurs extrêmement importants et on s'est rendu compte que ce n'était pas facile pour les humains de comprendre un tout petit peu ce qui se passait. On a vu, on nous a jeté à la figure des notions comme faux positif, essai en double aveugle, etc. Et ce sont des notions qui ont un fondement statistique que les algorithmes gèrent très, très bien. La notion de faux positif, par exemple, une notion qui est extraordinairement difficile à appréhender par la cognition humaine, mais que les algorithmes font très bien. Donc, on s'est rendu compte qu'on a eu besoin beaucoup déjà d'algorithmes dans la compréhension et de la gestion de ce Covid. On a besoin de super simulations, puisqu'en fait, tous nos experts, quelque épidémie qu'ils soient, se servent d'algorithmes pour simuler la propagation. Vous avez entendu parler de ce R0 qui a un peu déterminé toutes les politiques. Eh bien, ce R0, ça fait partie d'une exponentielle que les algorithmes permettent de parfaitement prendre en compte. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Bluetooth en Belgique qui s'appelait Corona Alert, qui est un algorithme, comme vous savez, qui permet de détecter les contacts. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle en tant que telle, est assez exceptionnelle déjà dans ce qu'elle peut faire. Donc, par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais on s'est rendu compte grâce à des algorithmes de machine learning, ce n'est pas nous qui les avons fait, mais la presse en est fait largement l'écho, on s'est rendu compte que, par exemple, la perte d'odorat et de goût était un des symptômes les plus discriminants, si vous voulez, par rapport à d'autres dans l'apparition du coronavirus. Mais aujourd'hui, par exemple, pour les radios de poumons, aux États-Unis et en Chine, ils utilisent énormément d'algorithmes pour permettre de savoir si vraiment, quelle forme, parce que bon, on a l'impression parfois que ce Covid est une loterie. Il y a des gens qui le vivent très bien, il y a des gens qui le vivent très mal. Alors, on sait qu'il y a des comorbidités,
mais il y a parfois des gens qui sont a priori sans comorbidité et qui développent des formes très sévères de la maladie. Et en fait, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à se rendre compte de certaines vulnérabilités génétiques qui permettent justement de… Donc, alors, les tests, je vous en parlerai, puisque tout le monde a dit très vite, très tôt en Europe, que par rapport, par exemple, à des pays d'Extrême-Orient comme la Corée du Sud ou Taïwan, qui s'est très très mal fait en Europe, c'est toute la gestion du dépistage et du traçage. Ça a été un véritable foutoir. En Belgique, on a vu dès avril-mai des queues incroyables pour se faire tester. Parfois, il fallait attendre 6 ou 7 heures dans les conditions que vous imaginez, puisque en fait, les gens étaient amassés pour se faire tester, ce qui n'était sans doute pas la meilleure stratégie pour éviter d'attraper le Covid. Et il fallait attendre des périodes vraiment… Si moi-même, je me suis fait tester plusieurs fois, et maintenant, ça s'améliore, mais je parle de mai, juin, etc., il fallait attendre 6-7 jours pour avoir les résultats du test. Or, on sait qu'il y a une course de vitesse entre, évidemment, la propagation, la contamination, etc., et que, bien sûr, on doit gagner du temps. Un autre point, c'est qu'on a souvent confondu deux choses. Il paraît qu'il y a un fameux poncif qui dit que gouverner, c'est prévoir. Mais moi, j'ai tendance à penser que la science prédit assez bien, en général. Bon, ben, c'est ce qu'on essaie de faire en science, hein, créer des modèles qui permettent de plus ou moins anticiper ce qui va se passer dans la réalité. On le fait correctement ou pas, mais c'est aussi la base de la réfutation des théories scientifiques, hein, c'est quand elles prédisent mal. Mais ce que la science fait assez difficilement, c'est décider, même si on a des algorithmes d'aide à la décision, même si on a des mécanismes d'aide à la décision qui sont assez puissants, on se rend compte que dans ces algorithmes, dans ces mécanismes de décision, il y a des facteurs qui sont par exemple des facteurs de pondération pour lesquels la science n'a absolument rien à dire. On a beaucoup entendu parler du fameux curseur à placer entre l'économie et la santé. Eh bien, ça, c'est clair que ce n'est pas scientifique. Je considère que la science n'a absolument rien à dire sur la pondération à apporter entre des décisions qui favorisent plutôt le déroulement de l'économie et des décisions qui favorisent plutôt la préservation de la santé. Là, on se rend compte que ça cadre, ça quitte le domaine scientifique et je pense qu'en Belgique, mais c'est la même chose en France, il y a eu beaucoup de confusion entre ce que la science pouvait faire et ce que le politique pouvait faire. Et je pense qu'un de ces gros problèmes, c'est justement la différence qui, à mon avis, continue à régner, est important entre la prédiction et la décision. Donc, maintenant, je voudrais parler de gouvernance algorithmique parce que ce que le Covid a montré, et a été exceptionnel en cela, c'est la complexité évidemment de cette crise. Cette crise est multiforme, cette crise est bourrée d'incertitudes, d'imprévisibilité, et donc c'est exactement face à ce type de crise qu'on a besoin, à mon avis, du support algorithmique. Et la question que je vais vous poser, qu'on va débattre, c'est jusqu'à quel point il faut accepter une prise en charge algorithmique dans la gestion de cette crise. Là, je repasse quelques slides que sans doute Jean a eu déjà l'occasion de voir, mais l'idée de la gouvernance algorithmique, ça part de deux constats. Il y a clairement une complexification de ce monde. Le Covid est une cas de ce petit virus, quelque petit qu'il soit, il nous a montré évidemment l'accroissement extraordinaire de la complexification et de la perte de contrôle qui s'ensuit. Et donc des menaces environnementales, des menaces économiques, des menaces sociétales. Et on voit s'installer aussi, néanmoins, une défiance du politique parce qu'on a l'impression d'une perte d'efficacité. Dans tous les pays, bon, il n'a pas fallu attendre le Covid pour ça, mais dans beaucoup de pays, dans tous les pays, on commence à se dire mais nos politiques manquent clairement d'efficacité, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes économiques, la crise de finances, l'extraordinaire croissance des inégalités. On a beau avoir un Thomas Piketty en France ou un Stiglitz aux États-Unis, et à faux et à sourd sur l'explosion des inégalités, on se rend compte que voilà, il nous manque sans doute les outils pour parer à ces menaces. Or, de l'autre côté, ça c'est le constat positif, on a des opportunités informatiques extraordinaires, pour autant qu'on sache les utiliser. On a une informatique aujourd'hui qui est devenue super intelligente, ça je vais surprendre personne, c'est mon domaine, c'est l'intelligence artificielle. On est capable de prendre des meilleures décisions que les humains, il suffit de voir le jeu de Go, il suffit de voir les jeux de société, il suffit de voir la médecine aujourd'hui, il suffit de voir Watson, il suffit de voir Jeopardy. Et Jeopardy, c'est ce jeu dont le meilleur joueur aujourd'hui est une intelligence artificielle qui a réponse à tout. Donc, on a aujourd'hui une informatique qui peut brasser une quantité extraordinaire d'informations, qui peut tester des trucs, et donc qui a des potentiels de décision optimale assez exceptionnels. Une informatique non seulement super intelligente, mais ubiquitaire, comme Antoine l'a rappelé, c'est une informatique qu'on peut mettre partout, dans tous les objets de notre quotidien, dans nos smartphones, dans nos voitures, mais dans nos brosses à dents, dans nos percolateurs, enfin partout. Qui collabore, ça c'est très important, puisque c'est une informatique qui a les moyens de se synchroniser, hein, les objets peuvent se parler à distance, ils peuvent se parler très très vite.
Et on le sait, on le voit, puisque on est déjà évidemment sujet à une invasion algorithmique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas maintenant une minute de nos existences qui n'est pas déjà sous le contrôle d'un algorithme, que ce soit par nos smartphones, par nos voitures, par nos objets du quotidien. Donc, le projet un peu de la gouvernance algorithmique, c'est d'essayer de trouver dans les opportunités informatiques des réponses à ces menaces, à cette complexification du monde, à cette perte de contrôle. Le fait que nous utilisons déjà les algorithmes pour nous aider dans la gestion un peu si vous voulez, de nos sociétés, ben, ça n'a rien de nouveau. Je montre souvent des exemples qui sont finalement relativement triviaux, comme les toilettes publiques. Alors, ça peut vous sembler étrange, mais les toilettes sont de plus en plus automatisées. C'est pas vous qui décidez de quand la lumière s'éteint, c'est pas vous qui décidez de quand la chasse d'eau se met en marche, mais c'est des algorithmisations et c'est aussi des pertes de liberté. Alors, ça semble bizarre dans les pertes de liberté, mais pourquoi ces algorithmes existent? Parce qu'en fait, ils ont quand même en ligne de mire l'économie de l'énergie et l'économie de l'eau. Ce sont quand même deux biens publics considérables. Eh bien, on voit bien que cette automatisation, même si l'entrave à votre liberté d'actionner votre chasse d'eau et d'actionner l'interrupteur, ça a quand même des bienfaits indéniables. Alors, en Belgique, on a un site web assez important qui s'appelle TaxonWeb, qui est utilisé par pratiquement tous les citoyens en Belgique, qui est un site web pour la fiscalité. Et ce qui est intéressant dans ce site, évidemment, c'est que la plupart des rubriques sont déjà remplies et elles sont bloquées. C'est-à-dire qu'il y a peu de liberté, c'est-à-dire votre salaire, déjà pas mal de prodigialité que vous faites, il y a déjà tout est installé et finalement, on n'a presque qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer sur OK et le simulateur vous dit plus ou moins combien vous allez payer en impôts, combien vous allez recevoir, mais il y a une automatisation extraordinaire de la fiscalité en Belgique. Alors bon, d'autres algorithmes qui restreignent nos libertés au profit de la collectivité, c'est par exemple tous les algorithmes qui bloquent l'accès au transport public si vous n'êtes pas acquitté de votre dû. Il y a de plus en plus de thermostats et de systèmes de compteurs intelligents qui règnent dans les domiciles et qui vont vous permettre, alors on pourrait les imaginer plus invasifs, plus intrusifs et plus liberticides, qui normalement peuvent vous permettre d'améliorer votre consommation d'énergie, alors qu'ils sont simplement incitatifs ou coercitifs. Tout dépend évidemment du rôle qu'on veut leur donner, mais on a la capacité, par ces thermostats, de modifier vos modes de consommation énergétique de façon, pour la planète, par exemple, ce n'est pas négligeable, de réduire cette consommation. C'est par exemple que dans les domiciles aujourd'hui, avec une utilisation un peu plus intelligente de vos systèmes électriques, en ce compris le jour où on aura des panneaux solaires pour produire de l'électricité, on peut arriver à des économies de 50%, parce que la transition énergétique, c'est une chose, mais la sobriété énergétique, il va falloir des aides informatiques pour le faire. Alors, les voitures autonomes, c'est un très, très beau… Moi, j'adore les voitures autonomes parce que, bon, elles existent ou pas, ça dépend. Mais ce qui est extraordinaire dans les voitures autonomes, c'est la compétition entre la technologie et les lois, puisque de fait, comme vous savez, il existe le code de la route. Le code de la route, c'est parce qu'on n'avait pas la technologie des voitures autonomes. Moi, je dis toujours que si, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, on avait eu la technologie pour faire des voitures autonomes, on n'aurait pas eu besoin de code de la route. On aurait mis la technologie de manière à ce que les voitures roulent de façon à optimiser le trafic sans faire d'accidents, etc. C'est bien parce qu'on n'avait pas les voitures autonomes qu'on a inventé le code de la route. En présence de voitures autonomes, il n'aurait pas fallu… Bon. Les voitures autonomes, ça ne marche pas tout seul. On voit bien qu'il faut déployer toutes les technologies. Il faut aussi, bien sûr, synchroniser les voitures. Il faut de la communication, il faut du web, il faut de la 5G. Alors, l'exemple qu'Antoine et Jean ont beaucoup discuté dans leur livre, mais ce n'est pas le seul, évidemment, c'est la blockchain, qui est en effet une forme de restriction de liberté, mais pour faire fonctionner une monnaie qui était au départ la Bitcoin, mais vous savez que la blockchain se répand dans d'autres sphères de nos activités, etc., c'est aussi une forme, une intrusion dans nos libertés. En l'occurrence, ici, la liberté d'utiliser, de faire un double paiement. Comme vous savez, c'est ce qui a donné naissance à la blockchain, c'est l'interdiction du double paiement ou de la fraude. Hein, c'est vraiment une prévention de fraude. Alors, en fait, pour moi, ces algorithmes, ce sont des aides, ce sont des alliés à toutes ces tragédies de communs que nous sommes évidemment en train de vivre, hein, les tragédies des communs environnementaux, les tragédies des communs économiques, les tragédies des communs sociétaux. Et on sait bien que pour éviter ces tragédies des communs, on peut recourir et se reposer sur les normes sociales, le fait qu'on a intégré dans nos comportements le bien conduire. Hein. On a besoin évidemment de formes de gouvernance comme la loi, la politique. On a l'économie de marché qui peut régler jusqu'à un certain point nos gouvernements, mais il y a un acteur que souvent on néglige et qui pourtant devient de plus en plus efficace et de plus en plus intrusif, c'est en effet la technologie. Alors pour vous donner deux exemples, il y en a un que j'adore, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler beaucoup, mais pas qu'avec Jean,
j'en ai parlé beaucoup aussi avec mes amis juristes ici en Belgique, c'est l'alcotest, puisque de fait, pour empêcher la conduite en état d'ivresse, on peut imaginer les normes sociales, hein, de votre plein gré, spontanément. Ne prenez pas votre volant si vous êtes sous, parce que vous vous rendez compte que ça peut évidemment conduire à des conséquences un peu néfastes pour la collectivité. Mais il y a aussi conjonction de la loi et de l'économie, puisque de fait, si vous vous faites prendre, vous allez recevoir une amende, si pas un retrait de permis. Et il y a une alternative qui est l'algorithme, qui est de fait l'alcotest, qui, si on l'avait obligé, mais on ne l'a pas obligé, bien sûr, hein, mais bon, moi, après, on pourra en discuter, mais vous voyez que c'est un substitut technologique à l'instauration d'une loi. C'est vraiment un truc très important dans la gouvernance algorithmique, c'est qu'il y a certaines lois qui ont un pouvoir exécutionnel, c'est-à-dire que c'est des choses dont j'ai discuté beaucoup avec Jean, et je pense Antoine me rejoindra là-dessus. Une des différences qu'il existe entre l'écriture juridique et l'écriture algorithmique, c'est l'écriture algorithmique, elle a un pouvoir d'exécution. L'écrit devient un code, l'écrit devient un algorithme, l'écrit s'effectue, l'écrit s'exécute. Donc, il y a vraiment une modification assez radicale avec l'algorithme du pouvoir exécutif, puisque le pouvoir exécutif devient réellement une forme contraignante. Alors, je donne un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est la restriction des vols. On n'y est pas encore, mais on sait qu'on y va. Il va falloir bientôt restreindre la quantité de vols que l'on fait. Enfin, on verra, parce que le Covid change un peu la donne, mais imaginons que d'ici quelques années, on pense que pour affronter le réchauffement planétaire, il faille limiter le nombre de vols attribués à chacune des personnes. Et là aussi, hein, on peut imaginer ce que j'appelle l'effet Greta, hein, qui est la norme sociale. Hein. Bon, on fait plaisir à Greta en spontanément réduisant le nombre de vols. On peut imaginer le système économique. Quand vous en parlez à des économistes, ils vous disent que la seule et unique manière, c'est d'accroître évidemment le prix des tickets, parce que bien sûr, ça va limiter la possibilité pour les personnes lambda de voler, mais on se rend bien compte que, évidemment, ce pouvoir de l'économie a des conséquences néfastes par ailleurs, notamment l'extraordinaire croissance des inégalités, puisqu'il n'y aurait plus que les riches qui pourraient voler. L'autre possibilité, c'est une loi, mais même si loi il y a, on sent bien qu'il va falloir passer par les algorithmes, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, quand vous réservez un vol, vous le faites via des sites web. Et ces sites web, attendez, je regarde à chaque fois, et ces sites web, eh bien, ils ont non seulement la possibilité de vous faire voler, puisque c'est eux qui vous donnent, mais demain, ils auront aussi la possibilité, par leur connectivité, par le fait que les compagnies peuvent se parler, de restreindre, de visualiser, restreindre le nombre de vols que vous pouvez, que vous pouvez réserver. Alors, en Belgique, que vous le sachiez, ça fait 3 ans que j'essaye de créer un institut qui s'appelle l'Institut de l'intelligence artificielle pour le bien commun. Alors, on y arrive. Donc, avant vous, j'avais une conversation avec les ministères à Bruxelles, donc on voudrait l'instaurer sur Bruxelles. Donc, créer un institut avec des algorithmes qui permettront d'améliorer la mobilité, l'accès aux écoles. Je parlerai beaucoup de l'accès aux écoles dans 5-10 minutes. Le chômage, Bruxelles souffre d'un chômage endémique assez important, et il existe aujourd'hui des algorithmes, dont certains français, qui permettent d'améliorer beaucoup la situation du chômage. La santé publique, j'en dirai quelques mots. La transition énergétique, ce sont ce que j'appelle les biens communs, et on a ces biens communs que j'espère pouvoir engager les algorithmes. Alors, j'ai parlé beaucoup en effet, Antoine a mentionné un travail qu'on a fait dans mon laboratoire. En fait, on a développé une application pour la mobilité. Et la mobilité, c'est très intéressant parce que l'application qu'on a développée, vous la voyez à l'écran, c'est un Waze, mais fait à l'échelle bruxelloise, qui vous permet d'aller du point A au point B en mélangeant les modalités, c'est-à-dire en prenant le vélo, en prenant le tram, en prenant la voiture. Et donc, on vous trouve une solution optimale pour l'individu qui utilise évidemment l'application, optimale en temps, en prix ou évidemment en impact écologique. Vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez minimiser, si vous voulez minimiser votre temps, votre argent ou votre impact. L'application a pas mal de succès à Bruxelles, elle est utilisée par pas mal de gens, il y a quelques dizaines de milliers déjà de personnes qui l'utilisent pratiquement au quotidien. Et quand vous vous intéressez à la mobilité, c'est un sujet extrêmement passionnant parce que dans la mobilité, il y a souvent des conflits entre l'optimisation individuelle et l'optimisation du collectif et du social. Il y a des paradoxes, en voulez-vous, en voilà, en mobilité. Il y en a un qui est très fameux, qui est le paradoxe de Brass, et qui fait que si chacun essaye d'optimiser son temps de trajet, ça va avoir des conséquences désastreuses sur la collectivité. Et donc, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces paradoxes. La seule manière de les résoudre et de les affronter, c'est quand on intègre dans son coût individuel l'impact sociétal. C'est-à-dire que si vous modifiez votre coût individuel et vous y intégrez l'impact que peut avoir votre décision
sur la société, ce qui est facile quand on a une application parce qu'on peut le faire. On voit évidemment l'impact que ça pourrait avoir sur la collectivité, c'est-à-dire sur les autres conducteurs. Vous allez à ce moment-là optimiser des solutions qui sont bonnes pour la collectivité. En fait, tout ce dont je vous parle, ce sont des instances de dilemme du prisonnier. La tragédie des communs, c'est simplement un dilemme du prisonnier, mais avec une portée plus large. Et en fait, on se rend bien compte que vous, spontanément, les individus, c'est très difficile pour eux d'intégrer le coût sur la collectivité d'une prise de décision. Pour un algorithme, c'est assez facile. Un algorithme peut le faire. Alors, de nouveau, est-ce que l'algorithme doit être incitatif ou coercitif? Ça, on peut en discuter. Mais il va falloir une aide algorithmique pour justement minimiser l'impact sociétal. Alors, un autre exemple dont j'ai beaucoup parlé en France, j'ai eu l'occasion de parler avec Cédric Villani de cet exemple il y a pas mal d'années, c'est Parcoursup. Alors, en fait, il y a un algorithme qui marche très bien, qui a été inventé dans les années 60 par des économistes et qui a valu le prix Nobel d'économie en 2013 à 2 économistes aussi, qui s'appelle l'algorithme de Gell-Shapley. C'est un algorithme qui fait un couplage entre 2 types d'agents. Alors, il est souvent, je dirais, vulgarisé ou enseigné en parlant de ce qu'on appelle le mariage stable. Alors, le mariage stable, c'est quand vous avez des hommes et des femmes. Les hommes classent les femmes par ordre de préférence, les femmes classent les hommes par ordre de préférence. Et puis, un algorithme qui est Gell-Shapley va associer les hommes et les femmes en essayant de respecter leur ordre de préférence. C'est-à-dire que les hommes les plus préférés par la femme vont se retrouver avec la femme qui préférait le plus, etc. Bon, c'est un algorithme qui, selon les économistes, satisfait ce qu'on appelle l'optimum de Pareto. Et c'est l'algorithme qui sous-tend le fonctionnement de Parcoursup en France. Ce qui s'est passé avec Parcoursup et qui continue à se passer avec Parcoursup, vous savez que c'est quand même un algorithme assez important en France puisque ça décide quand même du sort de pas mal d'étudiants dans vos universités et dans votre système d'enseignement. Ce qui se passe en France, qui est très particulier, c'est qu'en fait, cet algorithme, il pourrait bien fonctionner si tout le monde n'avait pas les mêmes préférences. C'est d'ailleurs le cas avec les hommes et les femmes. Si les hommes ne préfèrent pas les mêmes femmes et que les femmes ne préfèrent pas les mêmes hommes, on peut comprendre qu'en effet, on va essayer d'apparier les hommes les plus préférés par les femmes qui sont les plus préférées, etc. Et donc, il y a une forme où il y a l'égalité respectée, Pareto et égalité vont ensemble. Mais ce n'est pas le cas dans l'enseignement. Dans l'enseignement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il y a un ordonnancement relativement objectif des lieux d'enseignement, par exemple les universités. Il y a des rankings qui existent et les étudiants sont très au fait de ces rankings. Donc, par exemple, en France, il y a des universités qui sont plus prisées que d'autres, ou il y a des écoles qui sont plus prisées que d'autres. Et c'est la même chose pour les étudiants, c'est-à-dire que les étudiants, on peut imaginer un ordonnancement objectif des étudiants, par exemple, sur base de leurs notes au baccalauréat ou sur base de leur parcours scolaire. Et quand c'est le cas, donc je reviens par exemple à mon histoire des hommes et des femmes, imaginez une situation où les hommes préfèrent les mêmes femmes et les femmes préfèrent les mêmes hommes, c'est-à-dire les préférences sont objectivées. Et ce que vous allez avoir comme solution, c'est que le meilleur homme, enfin, l'homme le plus préféré va se retrouver avec la femme la plus préférée, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième, le quatrième avec le quatrième. Ça, c'est avec Parcoursup. Parcoursup, les meilleures universités vont attirer les meilleurs étudiants et les meilleurs étudiants vont se retrouver dans les meilleures universités. Alors, on peut accepter cet état de fait, qui est une espèce de continuation du système quand même très méritocratique en France sur le fonctionnement de l'enseignement, surtout l'enseignement supérieur, etc. Mais on aurait pu imaginer des appariements qui sont par exemple aléatoires. Vous prenez un étudiant au hasard et vous le mettez à la Sorbonne ou vous le mettez à Polytech, pas pour tout le monde. Enfin, vous voyez qu'il y a différents critères d'optimisation ou d'assignation qui sont possibles. Alors, je reprends très volontiers la phrase d'Amartya Sen qui dit « Une société peut être Pareto optimale et parfaitement dégueulasse ». Ce qu'on sait depuis très longtemps, hein, que l'optimalité de Pareto en économie, ça ne veut absolument pas dire l'égalité. Alors, pour vous parler du Covid pendant quelques minutes, eh bien, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur l'application Corona Alert et en Belgique, ça ne s'est pas bien passé. Parce qu'en France, ça s'est un peu mieux passé, si vous voulez, on pourra en parler tout à l'heure. La Belgique a été extrêmement opaque, extrêmement peu efficiente. C'était un des derniers pays à l'adopter et il n'y a eu aucune participation citoyenne et il n'y a eu aucune agilité. Les juristes n'ont pas du tout été, je dirais, sollicités pour la mise en place de cela. La communication a été lamentable. Donc, c'est exactement, ça s'est développé dans tout ce que je ne veux pas. Je veux dire, en fait, j'ai critiqué à tout vent, j'ai écrit des cartes blanches dans différents journaux en critiquant la manière dont ça se passait. Enfin, ça s'est passé malheureusement de la manière dont je ne voulais pas. C'est-à-dire qu'en effet, ce Corona Alert a très peu de succès, même s'il est téléchargé, parce qu'il n'a pas été intégré dans un dispositif un peu plus général, parce qu'il a été mal communiqué, parce qu'il est très peu agile, etc.
Alors, un autre exemple que j'avais mis à disposition de nos gouvernants, mais ils ne l'ont pas utilisé, c'était de réutiliser le même algorithme de Gale-Shapley pour associer les patients au centre de test. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé en Belgique, mais ça s'est passé aussi en France et pratiquement dans tous les pays, c'est qu'en fait, il y a eu un rush des patients vers les centres de test. On ne savait pas quels étaient les centres de test disponibles. Il y en avait qui pouvaient accueillir plusieurs patients, il y en avait qui ne pouvaient pas les accueillir. Il y avait des temps d'attente, etc. Et donc, c'est typiquement la situation où il aurait fallu un dispositif centralisé pour assigner les patients au centre de test, de telle manière à ce que vous alliez sur le logiciel, et le logiciel vous disait, ben voilà, en fonction d'où vous habitiez, en fonction de votre ordre dans la priorité, par exemple, vous pouviez être bien sûr symptomatique, mais même en tant qu'asymptomatique, vous pouviez être personnel soignant, vous pouviez être une personne à risque. Et donc, on pouvait établir un ordre de priorité. D'ailleurs, nous, on l'avait fait, on avait établi un ordre de priorité pour les patients et on avait établi un ordre de priorité pour les centres, par exemple, en fonction de leur position géographique. Et on avait fait un algorithme d'appariement entre les patients et les centres. Bon, ben, cet algorithme n'a pas été utilisé, avec le désastre qui s'en est suivi, dont je vous parlais, des heures de queue et des jours d'attente, si pas des semaines d'attente pour avoir les résultats. Alors, on travaille beaucoup sur les smart grids, on travaille aussi beaucoup sur… alors, ça, je vous parle d'un algorithme que j'adore, ça c'est un algorithme français, mais qu'on utilise aussi en Belgique, qui s'appelle Bias Impact et qui s'appelle Bob, et qui est un algorithme pour faciliter la recherche d'emploi, fait par un jeune informaticien tout à fait remarquable qui s'appelle Paul Duhan, et qui est très utilisé en France et que pour l'instant, je travaille avec Paul Duhan pour essayer de l'importer en Belgique. Vous voyez que ça fait partie de ces algorithmes pour le bien commun. Alors, les sujets délicats, et puis je vais essayer de terminer dans 5 minutes pour laisser plus de temps à la conversation, c'est ça qui est le plus intéressant. Quand je parle de gouvernance algorithmique, j'en ai parlé avec Antoine Tourvois, j'en ai parlé avec Benoît Friedman, j'en ai parlé avec pas mal de personnes. Les critiques qui reviennent systématiquement, c'est, bon, il y a cette idée, si vous voulez, du statut de la loi et du statut du code, dont bien sûr Antoine et Jean ont beaucoup parlé dans un livre qui m'a marqué, et je reviendrai par la suite, sur la justice digitale. Mais ça, je vous l'ai dit, il y a l'idée que quand on intègre une loi dans un algorithme, le pouvoir d'exécution, si vous voulez, la faculté, l'efficacité de mise en place de cette loi change évidemment du tout au tout, puisque le pouvoir contraignant de l'algorithme est très différent du pouvoir contraignant de la loi. Donc, la contrainte est différente. On parle maintenant de privation plutôt que de punition. Hein. Je vous l'ai montré avec les barrières, je vous l'ai montré avec l'alcotest, je vous l'ai montré avec les systèmes de mobilité qui peuvent devenir extrêmement contraignants. Beaucoup de philosophes avec qui j'ai parlé, par exemple, regrettent cette prise en charge algorithmique, cette subordination algorithmique, ont peur d'un affaiblissement de nos capacités de délibération éthique, puisque bon, l'algorithme décide pour vous d'une certaine manière. Vous n'avez même pas à vous poser la question. L'algorithme sait ce qui est bien et vous n'avez même pas à vous le dire. Voilà, c'est un bien qui est complètement algorithmisé. Alors, bon, bien sûr, la justice doit avoir face humaine. Il y a beaucoup de problèmes sur le curseur et le trade-off entre liberté et sécurité. Et toutes les problématiques aussi de défaillance algorithmique. Ces algos, bon, on a beau dire, mais bon, ils peuvent défaillir. Qu'est-ce qui se passe s'ils défaillent? Qui en a la responsabilité, etc. Voilà, alors, quelques phrases qui, quand j'ai parlé d'algorithmes et de lois, bon, je les ai sorties, et Jean et Antoine savent que, bon, ça ne rend pas justice, évidemment, à la richesse du livre, mais eux-mêmes ont fait des comparatifs entre des lois algorithmisées et des lois sans algorithme. Donc, je vais relire sur les conflits de normativité entre l'algorithme et la loi, sur l'algorithme qui ne se confond pas avec la loi, etc. etc. J'adore cette photo parce que c'est typiquement ce que les philosophes tentent à reprocher à une société algorithmique, c'est le Truman Show. C'est-à-dire que si vous avez vu le film, qui reste un film remarquable, si vous ne l'avez pas vu, ruez-vous parce que ça fait partie des grands films américains sur justement une société totalement formatée. Alors, elle n'est pas formatée par les algorithmes, elle est formatée par autre chose, mais néanmoins, tout est automatisé d'une certaine manière et on y vit un bonheur parfait, un bonheur presque béat, hein, un bonheur imbécile, un bonheur puisque de fait, tout est pratiquement dicté d'en haut, ce serait le cas évidemment d'une société algorithmisée. Alors, dernier point, et puis je vous laisserai la parole et je serai ravi de débattre de cela avec vous. Il y a la problématique de, OK, admettons que ces algorithmes ont ce pouvoir d'exécution, puisque justement, si on parle de la théorie des trois pouvoirs, s'il y a un pouvoir qui est clairement remis en question par
la mainmise de l'algorithme, c'est le pouvoir exécutif. Parce que de fait, c'est vraiment cette capacité d'empêcher, de priver, de restreindre les libertés, mais d'une façon, d'une efficacité redoutable, qui amène à questionner les autres pouvoirs. Et en ce compris, d'une certaine manière, si vous me permettez, le pouvoir parlementaire, c'est-à-dire qui va décider de l'écriture algorithmique. Et là, aujourd'hui, c'est très simple, c'est les GAFA. Vous voyez ici les quatre. On voit bien que les GAFA sont en train de regagner le contrôle de pratiquement tous ces secteurs sociétaux dont je parlais. Ils sont en train d'envahir le monde des télécoms, le monde de la santé. Encore hier dans Nature, il y avait un article extraordinaire qui disait que Google avait réussi à démêler le problème de la prédiction de la conformation 3D des protéines, qui est un problème médical qui résistait depuis 5 ans. DeepMind de Google, les mêmes qui ont fait Go, ont réussi à résoudre ce mystère et c'est très important pour la médecine. Donc, Google, il faut savoir aussi que Google a la plus grande base de données génomiques de la planète. Donc, bien sûr, les sociétés de retail avec Amazon, avec l'énergie, Nest, le fameux thermostat intelligent dont je vous parlais, bien Nest, ça appartient à Google. Les jeux, la finance, on a dans le monde encore aujourd'hui, on parlait du Libra et donc de la monnaie de Facebook. Donc, la mobilité, ben là, évidemment, Waze et Google Maps sont évidemment… Donc, on voit bien que pratiquement tous les secteurs que j'ai abordés, que ce soit la mobilité, que ce soit la transition énergétique, que ce soit l'économie, que ce soit la santé, eh bien, aujourd'hui, on les a. On les a, ceux qui écrivent les algorithmes, c'est les GAFA. Et donc, moi, j'essaie de m'opposer à cela et j'ai une proposition alternative qui est que ces algorithmes ont un tel pouvoir, ont une telle capacité d'exécution qu'il va falloir modifier la manière dont on les écrit. Et ce que moi, j'ai suggéré, si vous voulez, et on essaie d'expérimenter ça en Bruxelles, mais le Covid a un peu freiné la chose, c'est de mettre ensemble 3 types de développeurs. Des experts en algorithmique, bien sûr, mais aussi des questions qu'il faut aborder. Si ce sont des questions d'éducation, il faut des experts en éducation. Si ce sont des questions en mobilité, il faut des experts en mobilité. J'ai parlé avec Antoine il y a quelques jours de cela. Et bien sûr, il faut intégrer des juristes pour les problématiques qui les concernent. Je suis très, très sensible à la participation citoyenne dans l'écriture des codes. Donc, on a un projet à Bruxelles qui s'appelle City Code. Et je finirai en vous disant ça. Ça faisait partie d'ailleurs des missions de l'Institut dont je vous parle, c'est-à-dire d'impliquer les citoyens dans l'écriture des codes et aussi les politiciens, puisqu'en fait, quand il y a des conflits idéologiques qui sont pratiquement irrésolvables, on sent bien que le processus électoral devient incontournable parce qu'il faut faire un choix et souvent l'élection, donc du coup, le recours à la politique devient la seule manière de dresser ce choix. Alors, moi, comme informaticien, il y a une plateforme que j'adore, que tous les informaticiens connaissent, et qui s'appelle en effet Social Coding, qui est GitHub. Il faut savoir que GitHub, en fait, réunit des millions d'informaticiens, mais tous les jours, pour développer pratiquement des milliards de lignes de code, et de manière extrêmement participative. Donc, moi, ce que je demande, c'est l'élargissement de GitHub, pas qu'aux informaticiens, mais aux citoyens lambda, aux experts dans les domaines que GitHub affronte, mais donc on conserve cette idée de plateforme collaborative pour développer ces algorithmes donc qui ont un tel impact sur notre vivre ensemble. Donc, il y avait un projet que j'avais lancé à Bruxelles et qui a été freiné par le Covid, qui était le projet City Code. En fait, il faut savoir qu'en Belgique, on n'a pas le Parcoursup, mais on a un autre algorithme qui est tout aussi, je dirais, intrusif, qui décide de quelle école va fréquenter votre enfant. On a centralisé ça et en Belgique, on n'a pas le choix. Il faut aller sur une plateforme web, il faut rentrer différents trucs. Et c'est un algorithme qui dit l'école que votre garçon, votre fille va fréquenter. C'est pas pour l'université, hein, c'est pour les écoles avant. Et en fait, c'est basé sur des critères, mais ces critères, ils n'ont jamais été discutés. Et les citoyens sont très mécontents de cet algorithme. Il y a eu de levée de boucliers, il y a eu des protestations. Et donc, moi, ce que j'ai voulu, ce que j'essaie de forcer le Parlement bruxellois à faire, c'est de repenser l'écriture de cet algorithme via une participation citoyenne. Alors, les conclusions, juste deux slides. Bon, je vous ai parlé de Parcoursup. Donc, vous n'avez pas TaxonWeb, mais vous avez OpenFisca en France, qui est aussi une simulation de systèmes fiscaux. Je trouve que les systèmes fiscaux, en l'occurrence TaxonWeb en Belgique ou OpenFisca, plutôt que de discuter de la fiscalité comme on le fait, ça serait intéressant de voir les algorithmes qu'on met en place pour cette fiscalité et de discuter concrètement dans le dur de la manière dont fonctionnent ces algorithmes. Alors, il y a une personne que je vénère pour l'avoir lu en long et en large, qui s'appelle Elinor Ostrom, que vous connaissez évidemment, qui est une des rares femmes à avoir eu le prix Nobel d'économie. Et ce qui est génial chez Elinor Ostrom, elle est décédée il y a quelques années, mais elle a eu le prix Nobel d'économie vous savez, en théorisant sur des pratiques un peu moyenâgeuses, qu'on appelait les pratiques des communs,
Et notamment, elle s'est opposée justement à Harding quand il a dit que les communs, ça ne pouvait pas fonctionner parce que bon, ça ne pouvait mener qu'à des tragédies, la fameuse tragédie des communs. Ce que Elinor Ostrom a montré, c'est que ce n'est pas vrai. Il y avait des mécanismes d'auto-organisationnels, de gestion des communs que les temps passés avaient permis de montrer, d'illustrer, qui ont été perdus évidemment, mais elle les a revitalisés en les réanalysant. Et ce qui est fantastique, c'est qu'à la fin de sa vie, où elle a retrouvé exactement l'esprit des communs, vous savez, c'est dans quel type de communauté? C'est dans les communautés d'informaticiens, notamment GitHub, les communautés d'informaticiens en code ouvert. Elle retrouvait exactement l'auto-émergence d'une autorité, les faisceaux de commandes, tout ce qu'elle avait disserté, tout ce qu'elle avait étudié dans les communs ancestraux, elle retrouvait un peu la philosophie dans les communautés d'informaticiens. Et une initiative qui ressemble très fort à celle que j'essaie d'instaurer à Bruxelles, et c'est mon dernier point, c'est une initiative qui s'appelle Code for America, qui existe à Boston, qui est un peu pareille à la nôtre. Bon, elle existe depuis plus longtemps. Elle a été réalisée, cette initiative, par le Tim O'Reilly. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, Tim O'Reilly, c'est un des plus grands éditeurs des livres d'informatique. C'est tous ces livres d'informatique qui commencent sur leur couverture avec des figures d'animaux. Eh bien, Code for America, ça ne marche que sur Boston, puisque la portée de ça, c'est Boston. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier algorithme qu'ils ont délibéré ensemble de manière citoyenne, c'est l'algorithme d'inscription des enfants dans les écoles bostoniennes, qui sont des écoles publiques. Et ils ont mis en place avec les citoyens, donc ça marche, et à Boston, pour l'instant, ça marche. En fait, il y avait un système qui existait à New York, c'est Gale Shapley toujours, exactement Gale Shapley. Il y avait un système qui marchait à New York, mais qui ne marchait pas, qu'ils ont voulu importer à Boston, ça, il y a quelques années de cela. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas non plus. Ils l'ont complètement modifié, mais cette modification, ça a été vraiment par la participation citoyenne. Donc, ce qu'ils ont fait à Boston, ce que je veux faire à Bruxelles, je pense qu'on pourrait le généraliser dans un tas d'algorithmes. Voilà, je vais terminer là et je serai évidemment ravi, c'est sans doute la partie la plus intéressante pour moi, d'avoir vos réactions et vos discussions. Merci. Merci beaucoup, Hugues. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut retirer maintenant, voilà, de façon à ce qu'on puisse se voir à nouveau? Voilà, très bien. Merci beaucoup, Hugues, pour cette présentation. Alors, j'imagine qu'il y a des questions. Beaucoup de points ont été abordés. Vous avez, si vous mettez aux participants, vous avez la possibilité de lever la main. Voilà, donc n'hésitez pas à lever la main. Olivier Trébuc, le premier à lever la main. Donc, je lui donne la parole. Merci beaucoup, parce que bon, c'était tellement riche que toute question ne peut aborder qu'une infime partie de tout ce qui a été dit et des enjeux présentés. Moi, j'avais juste une question et une observation. La question, c'était, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que il y a une progression dans le contrôle juridique ou du droit sur la gouvernance algorithmique? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un progrès, ou est-ce qu'on peut dire que c'est essentiellement un enjeu ouvert, très important, auquel beaucoup de gens travaillent, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'apparenterait à un contrôle du droit ou le juridique sur la gouvernance algorithmique? Ça, c'était une question. Et la deuxième question, ça fait référence à la présentation, tout à fait au début de la présentation, c'était la notion de liberté individuelle. Alors, je voulais savoir ce que pensait M. Bersini de la différence entre la liberté individuelle, la restreindre évidemment fait peur, par rapport à un autre concept qui est très proche, qui serait l'autonomie d'action, de choix ou de décision. Quand on n'a pas appuyé sur une chasse d'eau, bon, c'est évident que ce n'est pas une question de liberté individuelle, c'est plutôt une question, bon ben voilà, l'autonomie d'action est réduite, mais ça n'a a priori aucun impact sur une notion de liberté individuelle, parce que si c'était le cas, ça ferait très très peur. Voilà, alors le véhicule autonome est d'une certaine manière une bonne illustration de ça, parce qu'on sait bien qu'il n'est pas du tout autonome, mais qu'il est évidemment très interactif pour pouvoir être utilisé. Voilà, c'était mes deux très très modestes interventions, et encore vraiment merci, c'est passionnant ce que vous nous avez raconté, et surtout très éclairant grâce aux exemples que vous avez donnés. Merci beaucoup pour ces deux questions. Alors, je vais commencer par la deuxième, mais c'est vrai que, je l'ai dit souvent dans le cours de l'exposé, les algorithmes, de par leur pouvoir coercitif, évidemment, sont plus efficaces dans leur côté liberticide
que d'autres mécanismes. On voit bien que l'alcotest est plus efficace pour empêcher la conduite en état d'ivresse que la loi, dans le sens où la voiture ne pourra jamais démarrer. Alors, c'est vrai que je triche avec la chasse d'eau parce que, et vous avez bien évidemment bien noté la triche, mais parce que personne n'a une jouissance quelconque à actionner une chasse d'eau. On pourrait imaginer que certains pervers se sentent vraiment contre, mais bien sûr, c'est un mauvais exemple, mais les autres sont relativement, je dirais, plus réalistes et sont vraiment des entraves à la liberté. Tous les exemples que je donne, il y a là le côté. Alors, la voiture autonome, alors bien sûr, vous avez raison, c'est encore un fantasme, mais ce que j'aime bien, en imaginant qu'elle voit le jour un jour, c'est clair que elle va priver les conducteurs de leur liberté de conduire. On peut imaginer qu'il y aura encore des circuits automobiles pour les nostalgiques de la conduite, mais on voit bien que là, c'est clairement une autre facette de la mobilité. Et donc, bien sûr, il y a des restrictions de plaisir, de liberté et pour le bénéfice de la collectivité, parce que le premier argument de la voiture autonome, c'est la sécurité, c'est le nombre de victimes, c'est celui que Google met toujours en avant ou que Uber met en avant. Ça fait beaucoup moins de victimes. Et de fait, même les voitures autonomes qui aujourd'hui roulent dans des, comme vous l'avez dit, dans des configurations qui sont quand même très safe, etc., mais néanmoins ont eu, je crois qu'il y a 2 morts, il y en a quand même, puisqu'il y a eu Tesla ou je ne sais plus Uber qui a dû déplorer la perte d'un de ses conducteurs, mais c'est quand même beaucoup moins que le nombre de victimes sur la route, etc. Donc, c'est sûr qu'à un certain moment, il y a un curseur entre la privation de certaines libertés comme celle de conduire, mais qui peut avoir des impacts évidemment sur la société, parce que Et donc oui, bien sûr que ces algorithmes ont un pouvoir liberticide extraordinaire. Le tout, c'est de savoir jusqu'où on peut aller, et c'est bien pour ça qu'il m'a semblé, et ça me permettra d'aller sur votre première question, que vu ce pouvoir extraordinaire de privation de liberté que les algorithmes ont, on doit discuter de leur mise en place, de quel type de légitimité on peut leur donner, et puis surtout de la fonction coût social. Par exemple, quand on parle des voitures autonomes, la mobilité, c'est assez intéressant parce qu'en imaginant qu'elle voit le jour demain, il va quand même falloir accorder des priorités à certains. On imagine bien que les ambulances ou les pompiers ou la police aura quelques priorités par rapport à d'autres. Donc, il va falloir inventer un algorithme collectif qui autorisera certaines voitures, quand elles sont occupées par certains types de passagers, à aller plus vite que d'autres. Et bien voilà, tout ça, ça va se discuter. Alors, tout le problème, c'est de savoir qui va en discuter, qui va en débattre, comment on va en débattre, etc. Alors, on pourrait se reposer sur les systèmes de gouvernance classiques. Moi, j'ai l'impression que, vu l'extraordinaire efficacité de ces algorithmes, il va falloir réinventer aussi la manière dont on les légitimise. Alors, ça, c'est une proposition que j'ai faite qui était plutôt à la fin de mon propos. Alors, sur le premier point, moi, le constat que je fais souvent quand je discute avec les juristes, c'est que malheureusement, ils arrivent souvent a posteriori, alors que moi, je les demande a priori. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, que chez nous en Belgique, Corona Alert, qui est cette application Bluetooth, les informaticiens l'ont mise en place. Il y a une base de données centralisée qui a été mise en place sur laquelle on pouvait stocker tous les contacts et aussi tous les infectés. Et elle était déjà pratiquement en train d'être décidée quand les juristes belges ont commencé à se dire « Ouais, mais cette base de données, qui a accès, dans quelles conditions, est-ce que c'est proportionné, etc. » mais pratiquement, elle était déjà écrite. D'ailleurs, ce n'était pas compliqué. Vous savez qu'il a écrit Corona Alert, c'est Google et Apple. Puisque vous savez que la majorité des pays européens, à l'exception de la France d'ailleurs, qu'il faut féliciter pour ça, ont pris l'option Google et Apple. Donc, en fait, l'algorithme, il était déjà écrit par Google et Apple. Les seules libertés qu'on avait, c'est la base de données. Où est-ce qu'on allait stocker les affectés et les contacts, ce qu'on appelait la centralisation, la décentralisation, etc. Mais bon, on a trouvé une solution. En Belgique, ce n'est pas compliqué. Il y avait un organisme qui était déjà en charge du Covid. Il a dit, on va le mettre là, etc. Mais il n'y a pas eu un juriste qui a été… les juristes sont arrivés après, on dit, c'est une base de données, qui va y avoir accès, etc. Et donc, moi, ce que je revendique, si vous voulez, c'est qu'il faut, dès le départ, quand il y a des algorithmes aussi invasifs, aussi importants, aussi stratégiques dans notre vivre ensemble, je pense que les juristes doivent être mobilisés dès la première écriture du code, doivent penser ensemble ce code. Toutes les technologies inhérentes à ce code doivent être discutées, évidemment, au plan législatif, au plan des juristes, etc. Et je pense que c'est une chose que j'avais discutée avec Antoine, les juristes doivent accompagner l'exécution de cet algorithme, ce qui se passe, et aussi, parce qu'il faut savoir que ces algorithmes, à la différence d'une loi, ils sont relativement agiles, c'est-à-dire qu'on peut
Et vous savez, changer une virgule dans un algorithme, ça prend 1 seconde pour un informaticien. Changer une règle, ça prend 1 minute. Donc, ces algorithmes, ils sont très flexibles. On peut les changer très facilement. Corona Alert, on peut le réécrire. Donc, il faut que dans toutes ces étapes, il y ait évidemment, mais il faut qu'il soit là, a priori, au départ, dès l'écriture de l'algorithme, et pas pour faire cette espèce de course au rat entre les informaticiens et les juristes qui contre les algorithmes qui sont déjà en place. Je pense que même un truc comme Waze, un truc comme Google Maps, ou un truc comme Parcoursup devait être discuté dès la première ligne de code par des juristes. Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié de mettre. Monsieur Berbino, vous vouliez intervenir? Oui, mettez votre micro. Voilà. Merci. Oui, mais merci à l'orateur. C'était une véritable course que d'arriver à le suivre sans rien en perdre, et je ne suis pas sûr d'y être arrivé. Je voulais demander, est-ce qu'il pense que le mouvement actuel qu'on appelle le low code, c'est-à-dire la possibilité pour